On a vu la dernière fois qu'on pouvait décoder la télégraphie avec un ordinateur. C'est dur d'apprendre la télégraphie, souvent on n'a plus l'obligation d'apprendre le morse pour passer la licence maintenant. Autrefois c'était vraiment la pierre d'achoppement, il y en a beaucoup qui ont abandonné parce que le morse n'entrait pas. Alors il y a ceux qui sont passés par l'armée, les transmissions, et là ils ont pu apprendre avec des méthodes très, très dures, très pénibles. C'était du 4-5 heures de morse par jour. On commençait par 3 lettres, INT, et c'était souvent le moniteur qui les manipulait en direct sur un buzzer. Et puis quand ça allait un petit peu mieux, on passait en classe de lecture au son. Donc on écoutait sur des cahiers qui étaient tout simplement des bandes de papier avec une cellule photoélectrique qui actionnait un oscillateur. Ça ressemblait à un magnétophone, il y avait deux bobines. Et il y avait un bouton qui permettait de franchir des étapes de vitesse par 60 mots à l'heure. On pouvait aller comme ça jusqu'à 1800 mots à l'heure, c'était la façon de calculer à l'armée. Et les radioamateurs n'utilisent pas ça, on utilise les mots par minute. On peut aussi compter en lettres minutes. Alors on va voir un petit peu plus loin. Qui a inventé le morse ? Alors, évidemment, on pense tous à Morse. On connaît aussi Alfred Vail, et peut-être un peu moins Leonard Gale et le député Smith. Alors, qu'ont-ils fait ? Alors, Morse, il est né à Charleston, et il est décédé à New York. Alors, il n'était pas un au départ, mais très curieux, inventeur, physicien. Donc, en 1837, il a fait une première ébauche alphabétique du code Morse. En 1844, avec son assistant Alfred Vail, ils inventent un code de transmission dénommé American Morse ou Railroad Morse. C'était surtout utilisé par les cheminots. Il y avait des lignes télégraphiques le long des voies ferrées. Mais c'était très sommaire. Alors en 1844, le premier télégramme public est transmis par fil entre Baltimore et Washington. C'est une phrase assez connue en français, « Qu'est-ce que Dieu a forgé ?» En fait, c'était une phrase de la Bible qui avait été dictée par la jeune Annie Ellsworth, qui avait 16 ans à l'époque, et c'était la fille de son ami Ellsworth, commissaire au brevet. Et alors, en 1865, il y a eu la conférence de l'Union des télécommunications. Le code Morse d'origine a été remplacé par le code tel qu'on le connaît actuellement. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment Morse ou est-ce que c'est plutôt Vail ? Il y a des partisans de l'un et de l'autre. Alfred Vail, lui, il est né en 1807 à Morristown, New Jersey. Il est décédé en 1859 à Morristown. On peut considérer que c'est un pionnier au même titre que Morse, en fait. On pourrait même dire que le Morse, c'est plutôt Vail. Associé, bailleur de fonds de Samuel Morse dans l'expérimentation qui a fait du télégraphe une réalité commerciale. Alors le problème du code, la première idée, c'était de transmettre des chiffres uniquement. Il transmettait uniquement des points et puis des espaces. C'était combiné pour former des nombres, lesquels qui servaient des mots dans une liste numérotée, par exemple un dictionnaire. Alors le dictionnaire, ils avaient chacun un dictionnaire à chaque bout. Il fallait rigoureusement le même texte. Par exemple, on prenait la deuxième lettre, et on envoyait 2 points. Et l'autre, évidemment, voyait que la deuxième lettre correspondait. C'était vraiment très difficile et puis très, très lent. Il ne fallait surtout pas avoir des dictionnaires différents. Alors Morse était un petit peu perdu et tout seul il ne s'en sortait pas. Et c'est Vail qui a eu une idée de génie, c'est de combiner des signaux courts et des signaux longs, de longueur variable. Et dans un premier temps, c'est pas le Morse qu'on connaît actuellement, c'est l'American Code, le fameux Railway Code. On va voir tout à l'heure la comparaison. Bon, c'est pas très éloigné du code qu'on connaît, hein. Mais il faudra attendre 1865 pour arriver au code qu'on connaît aujourd'hui. Alors, l'idée de Vail, c'était de consulter les imprimeurs et de leur demander quelles étaient les lettres les plus courantes. Alors, le E, c'était le plus fréquent, comme en français d'ailleurs, hein, c'est en anglais, c'est pareil. Et le E sera codé donc par un point. Et puis le I, par 2 points, etc. Puis les lettres moins fréquentes, on ajoutera des traits. C'est pour ça qu'on doit beaucoup quand même à Alfred Vail. Hein. Il a vraiment créé un vrai
code utilisable. Alors Leonard Gale, enfin il était professeur de chimie et de minéralogie, c'est grâce à lui qu'on a créé les premiers buzzers et qu'on a utilisé l'électricité pour transmettre du Morse. C'est un schéma assez connu ça. Donc on a d'un côté la station transmettrice, c'est-à-dire un manipulateur. Alors ce qui est assez fabuleux, c'est qu'en 5, on voit que le retour se fait par la Terre. Et on arrive à actionner un électroaimant avec un stylet. Et donc, à l'époque, on lisait les signaux sur la bande papier. Il a fallu attendre 1856 pour que la lecture se fasse sur un signal sonore. Alors, Francis Ormond Jonathan Smith était plutôt un financier et il a fait la promotion de l'invention de Morse auprès du monde politique et pour voyager en Europe à la recherche de partenaires. Friedrich Clemens Gerke, il est allemand, il est né à Osnabrück en 1801, décédé à Hambourg le 21 mai. Lui a amélioré le code Morse initial. C'est le code qu'on utilise aujourd'hui depuis la conférence de l'UIT en 1865. Alors, c'est là que le trait a été défini comme 3 fois la durée d'un signal court. Alors voilà ce que ça donnait. À gauche, c'est le code Morse original. Et à droite, le Morse actuel. Donc le A, ça ressemblait beaucoup. Enfin, quoique la durée n'était pas tout à fait 3 points. Hein. Bon, le B, ça va encore, mais le C, c'est très différent. Le P, alors là, est complètement différent. Je ne sais pas s'il y a aujourd'hui des graphistes qui soient capables de transmettre en code Morse original, ça m'étonnerait. Alors pourquoi apprendre le Morse? C'est vrai, aujourd'hui, comme nous l'avait montré, on peut faire du Morse avec un clavier, puis l'ordinateur décode. J'ai regroupé un peu l'intérêt. Par exemple, c'est une compétence qui peut être utile en cas d'urgence ou de situation de crise, lorsque les autres méthodes de communication ne sont pas disponibles. C'est vrai que c'est très efficace, ça passe dans des conditions de brouillage difficiles, et une oreille exercée peut facilement décoder dans le brouillage des signaux très faibles. Le Morse permet de communiquer de manière discrète, que ce soit en utilisant des signaux sonores, lumineux ou même des gestes. Il m'est arrivé un jour, j'étais en Allemagne du Nord, sur le bord de la mer Baltique, il y a un cuirassé américain qui est entré dans le port et je le voyais envoyer des signaux Morse. J'étais gamin encore à l'époque et j'avais ma lampe torche et je lui ai envoyé les 73 et il m'a répondu. Et donc c'est très efficace. J'avais un copain alors ça on était en primaire, hein, dans les années 50, avec qui on communiquait beaucoup, et il habitait à 500 mètres d'où j'étais, dans le centre d'Argenteuil. J'étais dans un immeuble de 5 étages, et puis à l'époque il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas le téléphone, si il y avait le téléphone, mais on n'avait pas le droit d'y toucher. Alors on s'est dit, on va correspondre en Morse lumineux. On a suspendu une espèce de poutre à la fenêtre de la cuisine, il y avait un projecteur avec une lampe blanche et un autre avec une lampe rouge. Et ça permettait de transmettre le jour ou la nuit. Et effectivement, ça marchait très bien. Il y a eu un autre essai aussi entre le moulin d'Orgemont et le parc du château de Saint-Germain, avec des phares de voiture. Ça marchait très bien aussi. Voilà, donc c'est amusant, et puis ça peut servir. Alors de toute façon, c'est un excellent exercice pour le cerveau. J'ai ma fille qui est psychologue, qui travaille justement beaucoup dans ces domaines-là. Rien que pour ça, ça vaut la peine d'apprendre le Morse. Donc c'est une compétence historique, fascinante, qui relie les gens à une époque de communication plus simple et plus directe. Voilà, alors ça peut être un défi, c'est amusant, mais évidemment, c'est pas facile. Il faut vraiment persévérer. Et on va voir qu'il y a des méthodes qui permettent d'aller plus ou moins vite. Le premier cas que je vais citer, là, le Morse en situation d'urgence, c'est ce fameux prisonnier, l'amiral de la flotte américaine, Denton, qui a réussi, il était donc prisonnier au Vietnam, et il a réussi à passer un message qui signifiait torture en clignant des yeux. Alors, comment apprendre le Morse? Bon, il faut commencer par apprendre la lecture au son. Surtout pas commencer par la manipulation. Et c'est l'erreur que j'ai faite quand j'étais gamin, parce que je devais avoir 7-8 ans. Le journal de Mickey avait publié l'alphabet Morse.
Et tout de suite, avec les copains, on s'est fait des manipulateurs avec une lame de mécano, une punaise pour le contact, et on passait du 115 volts à l'époque dedans. Mais bon, il fallait faire attention. Assez rapidement, c'est vrai qu'on a vite appris les lettres. On se laissait griser, hein, c'est bien. Ouais. Et puis, quand il a fallu préparer la licence amateur vers l'âge de 14-15 ans, là, c'était la panne sèche. En lecture, on n'y arrivait pas. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui était mon prof de piano au départ. Il a été engagé au Mont Valérien pour écouter les transmissions d'Algérie. Il avait l'oreille absolue, c'était un phénomène. C'est un des rares capables de décoder de la graphie collée dans le maquis algérien. Les opérateurs étaient extraordinaires pour brouiller les pistes. Eh bien, ils collaient les lettres entre elles. Et c'était très très difficile de décoder, de lire au son. Mais lui y arrivait. J'avoue que là, j'ai jamais réussi à faire ça. C'est incroyable. Alors après, il faut apprendre la manipulation, bien sûr. Alors on verra, j'ai apporté différents manipulateurs. On part du manipulateur classique qu'on appelle la pioche. Éventuellement, on peut passer au double contact, la fameuse lame de scie. C'est agréable, moi j'ai fait beaucoup de concours avec ça, mais maintenant c'est le manipulateur iambique qui domine dans les concours, c'est pratiquement que ça. Je vais citer pour mémoire le Vibroplex, qui était une merveille de mécanique, et c'est la firme Vibroplex qui l'a inventé. Il y avait une version française aussi, donc on avait une masselotte sur une lame mobile qui vibrait, et avec un contact qui faisait les points. Par contre, les traits, il fallait les faire manuellement. Ce n'était pas garanti de respecter la durée des traits par rapport au poids. Je ne sais pas s'il y a encore des OM qui l'utilisent, mais c'est une belle pièce à avoir dans sa vitrine. C'est vraiment une très belle mécanique. Entre les deux, il y a le manipulateur à double contact, enfin avec une seule palette, mais d'un côté, on fait des points par un moyen électronique et des traits aussi par un moyen électronique, contrairement au Vibroplex. Très ancien président F6DEO était un adepte de ça, et c'est vrai qu'il a fait de nombreux concours et il s'en sortait très bien. Maintenant, le nombre d'actions, par exemple sur des lettres longues, est supérieur à celui du iambic. Quand on pense que l'iambic, c'est une action pour faire tati-tati, donc 4 actions avec une pioche, il y a une très grosse différence. Alors, il y a des choses à ne pas faire. Surtout ne pas apprendre le code Morse à 5 mots, 5 mots c'est un exemple par minute, c'est-à-dire très très long. C'est très mauvais, il ne faut vraiment pas faire ça. On voit beaucoup de tutos qui représentent des arbres avec des symétries, le A, tita, le N, tati, ça embrouille, c'est la dernière chose à faire. J'ai eu une critique lorsque j'ai mis mon site en ligne par un OM qui est l'ancien opérateur le Redoutable. Il m'a dit, mais non, le plus court chemin c'est oreille, cerveau, crayon. On va voir ensuite les mauvais exemples. Alors à l'armée, on commençait par nous manipuler en salle, sur buzzer, les lettres simples. Et puis on passait aux lettres à traits. Il y avait aussi les lettres INT. C'est d'ailleurs le test des 3 jours avant d'être engagé à l'armée. Tidit, tadit, ta. Bon, tout le monde y arrivait. J'ai mis en bas 2 exemples qu'on ne peut plus faire avec le iambic maintenant. Si l'erreur, on peut. C'est 8 points. Mais le 0 en météo, c'était un trait très long. Avec l'iambic, maintenant, on ne peut plus. Alors, il y a 2 méthodes. La première, c'est la méthode Koch en allemand. Ludwig Koch, qui était un professeur. Le principe, c'est, il conseille par exemple le K et le M. Bon, c'est pas obligatoire, on peut en prendre d'autres. Mais ta, tita, ta. Bon. On va les manipuler rapidement, par exemple à 20 mots minute. Et on va laisser un grand espace. Et puis, on va ajouter une 3e lettre une fois que c'est bien assimilé. Et on peut continuer comme ça. C'est pas mal, ça fonctionne. Mais il n'y a pas que celle-là. Il y a Fanworth. Alors, là, on transmet les caractères à vitesse élevée, mais on peut prendre d'autres caractères. En général, on va prendre 5 caractères. Donc les caractères vont être manipulés à 20 mots minute, comme pour la méthode Koch. On va s'arranger pour que 20 mots minute, on laisse un espace qui fait que sur l'ensemble d'un mot, on descend à 10 mots par minute.
On réduit progressivement les espaces au fur et à mesure que l'apprentissage progresse. Ça revient à la mode, c'est une méthode qui a été inventée dans les années 60. C'est pas mal, mais on va voir qu'on peut faire mieux. Bon, il se trouve que, ayant la licence à l'armée, ils m'ont mis tout de suite à l'instruction, évidemment, et on n'avait pas de beaux outils. On avait juste des manipulateurs avec un buzzer, et puis les fameux Keyer. Et puis un jour, un adjudant-chef est venu nous voir, parce qu'on était deux. J'avais un copain qui était radio marine marchande. Il était à côté de moi pendant les premiers cours, puis je l'entendais souffler. Oh, je lui dis, tiens, tu as un problème? Oh, il me dit, je connais le morse. Oh, je dis, oui, moi je suis radioamateur. Bon, on va le dire. Alors, on a levé le doigt. Bon, ça n'a pas été très bien interprété. Le moniteur est allé chercher un adjudant-chef qui avait fait la guerre d'Indochine, un dur de dur, mais qui était un virtuose aux tables d'écoute. Et il écoutait les Russes, notamment. Il était capable de transcrire du 2400 Bauer, ce qui était absolument fabuleux. Et il nous dit, c'est ce qu'on va voir. Et il nous a emmenés tous les deux dans une salle avec Keyer, puis on a commencé à apprendre. Hein. Moi, c'était la première fois que, lui aussi d'ailleurs, qu'on lisait sur une machine comme ça. Puis il a monté la vitesse, et on a bloqué le Keyer. Ah, alors là, il a froncé les sourcils, il dit, oui, mais moi je joue aux échecs pendant que je transmets en morse. Alors là, ça nous a amusés, et on a fait des multiplications en même temps qu'on copiait. Des copains qui en bavaient toute la journée, ils faisaient 4 à 5 heures de morse pour préparer un premier brevet au bout de 2 mois qui était le 151, puis au bout de 4 mois le 251. Ils n'y arrivaient pas. Donc ils m'ont demandé un coup de main et le soir on se retrouvait à la station, en même temps on faisait des QSO et puis je les ai entraînés avec une autre méthode. Et au Radio Club d'Argenteuil, F6KL, on a monté un vrai laboratoire de lecture au son, inspiré de ceux de l'armée, parce qu'à l'armée, c'est vrai que le fameux adjudant-chef nous a demandé de récupérer des tables, des platines, des manipulateurs, et on a formé des labos de 24 élèves. On avait 3 cahiers et un dispatching avec une planche en contreplaqué et des jacks. Et on pouvait former des groupes de conversation de différents niveaux. Et dans une même salle, on pouvait avoir des gens qui débutaient, puis d'autres qui étaient nettement plus hauts. Et puis ensuite, on pouvait les mettre en réseau. Et ça donnait d'excellents résultats. Et au Radio Club d'Argenteuil, avec mon futur beau-frère F6DDP, on a monté un laboratoire de lecture au son, non pas avec des cahiers, mais avec des magnétophones. Il y avait à l'époque des magnétophones à 4 vitesses, des Philips, mais quand on faisait varier la vitesse, la note augmentait. Donc on a piloté un oscillateur, si bien que même à n'importe quelle vitesse, on lisait toujours avec 800 Hz de tonalité. On est monté à une centaine quand même de membres du club, ça marchait très fort. Tous ceux qui se sont présentés ont eu leur licence. Un jour, il y a un OM que vous connaissez sans doute, F4BWH, l'ami Dominique, qui me dit « Écoute, j'ai beaucoup de mal à apprendre le morse, est-ce que tu pourrais m'aider ?» Bon, à ce moment-là, je te propose une chose, c'est d'écrire un cours et éventuellement de le mettre en ligne. Et puis, c'est pour lui que j'ai fait ça. Mais finalement, il ne s'en est pas servi. Je dis « Bon, mais tant pis, je vais le laisser en ligne. » La télégraphie moderne, parce que... Bon, là, c'est une petite description des manipulateurs. Donc, on a la pioche, en langage moins argotique, c'est le manipulateur droit. Il y avait un ouvrage remarquable, mais malheureusement il n'est plus diffusé maintenant, c'était Jean Brun, La lecture au son et la transmission morse rendue facile. J'ai eu la chance de tomber dessus sur un site, et ce qui est en italique, c'est des conseils pour tenir un manipulateur. La tenue, on doit prendre comme ça, et comme ça, bien dans l'alignement. Bon, je ne vais pas vous imposer le texte, il y a beaucoup trop de lecture. La lame de scie, c'est celui-là, donc c'est lui qui est en photo. Pourquoi ça a été inventé? C'était dans l'aviation, ça chahutait souvent. Donc il était plus facile de manipuler latéralement que tout droit. Moi je l'ai utilisé, à l'époque j'avais une Renault 16, j'avais coincé le manip entre les 2 sièges et je faisais les QSO en graphie en roulant. Un QSO mémorable avec F6 ARD qui était Moulin d'Orgemont. Je suis parti de Sarlat. Sur les 7 ou 8 heures de route, on a fait QSO en permanence sur le 80 mètres et ça passait tout le temps. La lame de scie, du coup, c'est la même chose que la pioche? Alors, en fait, les deux contacts sont réunis.
Donc ils font la même chose. Il faut qu'on balance entre les deux, jamais deux fois sur le même contact. En fait, tu fais toujours droite-gauche, quel que soit, si c'est un point ou un trait. Absolument. Alors voilà l'explication de la tenue. C'est du Jean Brun extrêmement détaillé. C'est un cours d'une densité incroyable. Et voilà le semi-automatique mécanique, le vibroplex. C'est une merveille de mécanique. Il y a eu aussi l'Elbug, alors là qui était la version électronique. Ensuite, alors c'est un simple palette. On a un commun, un contact point et un contact trait. Deux oscillateurs en fait. Hein. Mais ça fait faire quand même pas mal d'actions. Alors qu'avec le Iambic, on va voir qu'on économise beaucoup d'actions. À une époque, il y a eu ça. Je me souviens, j'étais un jour à l'ONU à New York et ils étaient équipés comme ça. Encore, c'était pas encore un ordinateur, hein, mais c'en était proche. Et alors voilà, Iambic, on met pas de tréma. En fait, normalement, Iambic, il y a un tréma sur le I, mais ça, c'est un détail. C'est un système électronique qui n'était pas conçu pour ça. Parce que c'est quand même déroutant de penser que si on fait un K, da, di, da, on relâche, ça va faire un C. Parce que automatiquement après le trait, ça va faire un point. C'est pénible à expliquer, par contre, c'est très agréable à utiliser. Ça vient très facilement. On va passer au cours de graphie parce que c'est quand même ça qui nous intéresse.